Ma fille a annulé mon billet et m'a abandonné à Dubaï, jusqu'à ce qu'un multimillionnaire change tout. Avant de commencer, je vous demande gentiment, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. Cette chaîne aide une famille à subvenir à ses besoins. Votre aide fait toute la différence. Merci. Je m'appelle Véronique Laurent. J'ai 65 ans et 2 millions d'euros en placements financiers répartis entre Paris, Lyon et Genève. Des chiffres impressionnants pour quelqu'un né dans un appartement de 2 pièces dans le 13e arrondissement, fille d'une couturière et d'un chauffeur de taxi. J'ai tout construit seul aux côtés de mon défunt mari, Pierre. Mais rien, absolument rien, de cet argent n'avait d'importance à ce moment-là. Parce que j'étais assise sur le sol glacé du Terminal 3 de l'aéroport international de Dubaï à 23h47 un jeudi de novembre avec ma robe Chanel froissée, ma valise Rimowa à côté et l'écran de mon téléphone affichant 2 mots qui semblèrent brûler mes yeux, réservation annulée. Ma fille, Camille, avait 38 ans. Cheveux châtain lisse, yeux verts comme ceux de son père, diplômée en administration de la Sorbonne. Elle travaillait comme responsable marketing dans une entreprise de cosmétiques à Paris. Elle gagnait bien sa vie, vivait bien. Mais ce n'était jamais assez. Jamais assez. Le voyage à Dubaï avait été son idée. « Maman, tu as besoin de te détendre », avait-elle dit au téléphone 3 semaines plus tôt, avec cette voix douce que je connaissais depuis qu'elle était bébé. « Après tout ce que tu as vécu avec papa, tu le mérites. On y va ensemble. Je paye tout. » J'aurais dû me méfier. Camille n'offrait jamais rien gratuitement. Nous sommes arrivés à Dubaï un lundi. 4 jours de spa, shopping au Dubai Mall, dîner dans des restaurants avec vue sur le Burj Khalifa. Tout semblait parfait. Trop parfait. Le mercredi soir, nous étions assises dans notre suite au Jumeirah Beach Hotel. Camille buvait du champagne Moët sur le balcon, regardant les lumières de la ville scintiller comme des diamants jetés sur du velours noir. Je me souviens du bruit des vagues en contrebas, du vent chaud qui sentait le jasmin et le sel. « Maman, » dit-elle sans me regarder, « il faut qu'on parle du testament. » Mon cœur s'est serré. Voilà, le vrai motif du voyage. Camille, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Si, c'est exactement le moment. Elle s'est retournée et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Quelque chose de froid, de calculateur. « Papa est mort il y a 2 ans. Tu as 65 ans. Tu ne travailles plus. Cet argent, il devrait déjà être à moi. »« À toi ?» J'ai senti ma voix trembler. « Camille, cet argent est le fruit de 40 ans de travail. »« De votre travail » m'a-t-elle coupé. « Papa et toi. Mais papa n'est plus là. Et toi, tu vas le dilapider en voyage, en caprice, en... En quoi exactement ? Tu n'as plus de projet, maman, tu es vieille. » Le mot m'a frappé comme une gifle. Vieille. « Je veux que tu changes le testament, » continua-t-elle en vidant son verre d'un trait. « Maintenant. Tout à mon nom. Je sais que tu as les documents dans ton iPad. Tu peux le faire en ligne avec le notaire Maître Dubois. Il suffit d'une signature électronique. Camille. Tu es ma fille unique. Tu hériteras de tout de toute façon. Pourquoi cette urgence ? Elle a ri, un rire sec, sans joie. Parce que je ne veux pas attendre que tu meures, maman. J'ai des dettes, des investissements qui ont mal tourné. J'ai besoin de cet argent maintenant. J'ai regardé cette femme devant moi, ma fille, mon sang, et je ne l'ai pas reconnue. Non, ai-je dit doucement, mais fermement. Je ne changerai rien. L'argent restera sous mon contrôle tant que je serai vivante. Le silence qui a suivi était lourd, épais, suffocant. Camille a posé son verre sur la table avec un bruit sec. Elle a attrapé son téléphone, a tapé quelque chose, puis m'a regardé avec un sourire glacial. « Très bien, maman, puisque c'est comme ça. » Le lendemain matin, jeudi, nous devions rentrer à Paris, vol à minuit. J'ai fait ma valise calmement, espérant que la nuit aurait adouci Camille. Mais elle n'a pratiquement pas parlé dans le taxi vers l'aéroport. Pas un mot dans la file d'enregistrement. C'est au moment de passer la sécurité qu'elle s'est arrêtée net. « Maman, j'ai oublié quelque chose dans le taxi. Attends-moi ici, je reviens. » J'ai attendu. 20 minutes, 30 minutes. J'ai essayé de l'appeler.
Messagerie vocale. 1 heure plus tard, debout devant le comptoir Émirate, l'agent m'a regardé avec compassion. « Madame Laurent, votre réservation a été annulée il y a 47 minutes, par la titulaire du compte qui a effectué la réservation initiale. Mon sang s'est figé. Ma fille. » « Oui, madame. » « Mademoiselle Camille. » Laurent a annulé votre billet et a confirmé son propre vol. Elle a déjà embarqué. Le vol décolle dans 15 minutes. Je suis restée immobile, incapable de respirer, incapable de penser. Elle était partie. Ma fille m'avait abandonnée à 5000 kilomètres de la France, dans un pays dont je ne parlais pas la langue, sans billet de retour. Et voilà comment je me suis retrouvée assise sur ce sol froid, à 23h47, regardant les passagers passer devant moi comme si j'étais invisible. C'est là qu'un homme s'est approché. Il portait un costume gris anthracite sur mesure, probablement Brioni ou Tom Ford. Je reconnaissais ces détails après des années à accompagner Pierre dans ses réunions d'affaires. Ses cheveux grisonnants étaient parfaitement coiffés en arrière, sa barbe taillée avec précision. Il devait avoir 55 ans, peut-être 58. Mais ce qui m'a frappé immédiatement, ce n'était pas son élégance, c'était son regard. Des yeux noisettes profonds qui semblaient apporter le poids de 1000 histoires. Il s'est accroupi devant moi, lentement, comme on le fait devant un animal blessé, pour ne pas l'effrayer davantage. « Madame, » dit-il en français avec un léger accent arabe. « Pardonnez mon intrusion, mais j'ai entendu votre conversation avec l'agent d'Émirate. » Ma première réaction fut la honte. Cet inconnu m'avait vu humilié, abandonné, pathétique. « Je n'ai besoin de rien, » ai-je murmuré en détournant les yeux. « Merci. »« Je ne pense pas que ce soit vrai, » répondit-il doucement. Il s'est assis, véritablement assis, sur ce sol d'aéroport à côté de moi, sans se soucier de son costume immaculé. « Je m'appelle Rachid Al-Farsi, et je crois que le destin nous a mis sur le même chemin ce soir. » J'ai levé les yeux vers lui, méfiante. Le destin ? J'ai laissé échapper un rire amer. Le destin vient de me faire abandonner par ma propre fille dans un pays étranger. Pardonnez-moi si je ne crois plus beaucoup au destin. Rachid a hoché la tête lentement, comme s'il comprenait parfaitement. Votre fille vous a abandonné à cause d'un héritage. J'ai tout entendu. Elle voulait votre argent immédiatement, et quand vous avez refusé. Il a fait un geste vers l'aéroport vide. Elle a fait ça. Les larmes me sont montées aux yeux malgré moi. Comment osez-vous ? J'ai tenté de me lever, mais mes jambes ne me portaient le plus. La fatigue, le choc, la trahison, tout s'effondrait en même temps. Rachid m'a tendu un mouchoir en soie. Pas en papier, en vraie soie, avec des initiales brodées, RAF. Je ne juge pas votre fille, madame. Je la comprends parfaitement, parce que j'ai fait pire. Cette phrase m'a figée. Il a sorti son téléphone, a fait défiler quelques photos, puis m'en a montré une. Un jeune garçon de 8 ou 9 ans, sourire éclatant, tenant un ballon de football. « Mon fils, Karim, il a 12 ans aujourd'hui, et il y a 3 ans, j'ai failli le perdre, à cause de mon propre égoïsme. » J'ai regardé la photo, puis Rachid. Je ne comprends pas. J'étais mariée à une Française, Mathilde. Nous vivions entre Dubaï et Paris. Karim était né ici, mais il allait à l'école française. Mathilde voulait rentrer définitivement en France. Moi, je refusais. Mes affaires étaient ici. Mon empire était ici. Nous nous sommes séparés il y a 3 ans. Divorce houleux, accusation, avocat. Sa voix s'est brisée légèrement. Mathilde a obtenu la garde principale. Elle est repartie à Paris avec Karim. Je ne le voyais que 6 semaines par an. 6 semaines, madame, pour être le père d'un enfant qui grandissait sans moi. Je ne savais pas quoi dire. Cet homme, cet inconnu richissime, me racontait sa vie la plus intime sur le sol d'un aéroport à minuit passé. Il y a 6 mois, Mathilde a demandé la garde exclusive complète. Elle prétend que je suis instable, absent, incapable de fournir un environnement stable à Karim. Il a rangé son téléphone, les mâchoires serrées. Elle a programmé une audience d'urgence devant le tribunal de la famille de Dubaï, ce soir, dans 2 heures exactement. Il m'a regardé intensément. Et c'est là que vous entrez en scène, Madame Laurent. Mon cœur s'est accéléré. Je vous demande pardon. J'ai besoin que vous jouiez le rôle de ma femme, devant le juge.
J'ai cligné des yeux plusieurs fois, certaine d'avoir mal entendu. Votre femme? Oui. Mathilde affirme que je suis seule, instable émotionnellement. Mais si j'arrive avec une compagne française, élégante, respectable, âge mûr, quelqu'un qui incarne la stabilité, le juge verra que j'ai reconstruit ma vie, que je peux offrir un foyer stable à Karim. Vous me demandez de mentir devant un tribunal. Je vous demande de m'aider à garder mon fils, rectifia-t-il calmement, et en échange. Il s'est levé, m'a tendu la main pour m'aider à me relever. J'ai hésité, puis j'ai accepté. Ses mains étaient chaudes, fermes. En échange, je vous promets 3 choses, Madame Laurent. Nous étions debout, face à face maintenant. L'aéroport résonnait du bruit lointain des annonces en arabe et en anglais. Premièrement, je vous paie un nouveau billet pour Paris, première classe, départ demain matin après l'audience. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais il a levé la main. Deuxièmement, je vous loge cette nuit dans ma suite au Burj Al Arab, repos, confort, sécurité. Et troisièmement, ai-je demandé, la gorge serrée. Rachid s'est approché légèrement. Ses yeux brillaient d'une intensité que je ne pouvais pas déchiffrer. Troisièmement, je vous garantis que votre fille va regretter profondément ce qu'elle vous a fait ce soir. Mon sang s'est glacé. Comment pourriez-vous... Faites-moi confiance, madame. Aidez-moi à garder mon fils. Et je vous aiderai à donner une leçon à votre fille. Une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de dangereux, de prometteur, de tentant. J'ai regardé autour de moi. L'aéroport était presque vide maintenant, 00h23. J'étais épuisé, trahi, brisé. Qu'avais-je à perdre? D'accord, ai-je murmuré. Je le ferai. Rachid a souri, un vrai sourire, chaleureux, soulagé. Merci, Madame Laurent. Vous ne le regretterez pas. Il a sorti son téléphone, a tapé quelques mots, puis m'a montré l'écran. Mon chauffeur arrive dans 7 minutes. Le tribunal est à 20 minutes d'ici. Nous avons juste le temps. Alors que nous marchions vers la sortie, ma valise roulant derrière nous, j'ai senti quelque chose d'étrange. Pour la première fois depuis que Camille m'avait abandonnée, je ne me sentais plus seule. La limousine Mercedes classe S noire s'est arrêtée devant nous avec une précision silencieuse. Un chauffeur en uniforme est sorti, a ouvert la porte arrière avec une petite révérence. Rachid m'a fait signe d'entrer en premier. L'intérieur sentait le cuir italien et un parfum discret d'oud. Les sièges étaient d'un beige crème immaculé. Une bouteille d'eau. Evian fraîche m'attendait dans un compartiment réfrigéré. Rachid s'est installé à côté de moi, a dit quelques mots en arabe au chauffeur, et nous avons démarré. Dubaï défilait derrière les vitres teintées. Tours illuminées, autoroutes à 8 voies, panneaux publicitaires géants en arabe et en anglais. Tout paraissait irréel, comme si j'avais basculé dans une autre dimension. « Vous devez penser que je suis fou », dit Rachid en brisant le silence. J'ai tourné la tête vers lui. Son profil était éclairé par les néons bleutés de Sheikh Zayed Road. « Non », ai-je répondu honnêtement. « Je pense que vous êtes désespéré, comme moi. » Il a souri tristement. « Le désespoir rend les gens créatifs, n'est-ce pas ?» Nous avons roulé encore quelques minutes. Puis Rachid s'est penché vers moi, le visage sérieux. « Madame Laurent, avant d'arriver au tribunal, je dois vous briefer. L'audience sera en anglais et en arabe. Je traduirai si nécessaire. Le juge s'appelle Hassan Al-Mazrouei. Homme strict, religieux, mais juste. Il valorise la stabilité familiale par-dessus tout. Et votre ex-femme, Mathilde ? Le visage de Rachid s'est durci. Mathilde Beaumont. Nous nous sommes rencontrés à Paris il y a 15 ans. Elle travaillait pour Sotheby's. Belle, cultivée, ambitieuse. Nous nous sommes mariés 6 mois après notre rencontre. Karim est né 1 an plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé ? La vie, soupira-t-il. Mes affaires ont explosé. J'étais absent, obsédé par les contrats, les négociations. Mathilde se sentait seule. Prisonnière de Dubaï. Elle voulait rentrer en France, retrouver sa famille, ses amis. Moi, je refusais de quitter mes racines. Il a marqué une pause, les yeux fixés sur ses mains. Nous nous sommes battus pendant 2 ans. Puis un jour, elle a fait ses valises, a pris Karim et est partie. Sans prévenir.
J'ai découvert un appartement vide en rentrant d'un voyage d'affaires en Chine. J'ai senti ma gorge se serrer. Cette douleur, je la connaissais. L'abandon, la trahison. Et maintenant, elle veut vous retirer complètement votre fils? Elle affirme que Karim souffre du va-et-vient entre deux pays, qu'il a besoin de stabilité. Elle a des témoins, des psychologues, des rapports scolaires. Sa voix tremblait légèrement. Elle a construit un dossier solide, Madame Laurent. Très solide. Et vous pensez qu'une fausse épouse va changer la vie du juge? Rachid m'a regardé droit dans les yeux. Non, mais une femme française, respectable, mature, qui incarne la stabilité et la sagesse. Oui, le juge doit voir que j'ai changé, que je ne suis plus cet homme obsédé par le travail, que j'ai reconstruit ma vie avec quelqu'un qui peut être une figure maternelle pour Karim. Mais c'est un mensonge. C'est une stratégie, corrigea-t-il. Et parfois, madame, les stratégies sont nécessaires pour protéger ce qu'on aime. La limousine a tourné dans une rue plus calme, bordée de palmiers. Au fond, un bâtiment moderne en verre et marbre blanc brillait sous les projecteurs. « Le tribunal de la famille de Dubaï », annonça Rachid. « Nous y sommes. » Mon cœur s'est mis à battre violemment. Qu'étais-je en train de faire? Mentir devant un juge étranger pour un homme que je connaissais depuis moins d'une heure? Comme s'il lisait dans mes pensées, Rachid a posé sa main sur la mienne. « Madame Laurent, si vous voulez reculer, c'est maintenant. Je comprendrai. Je vous paierai quand même le billet retour, la suite d'hôtel, sans rancune. » J'ai regardé nos mains, la sienne, large et bronzée, la mienne, fine et marquée par l'âge. Pierre me tenait la main exactement de cette façon, avec fermeté et douceur à la fois. « Non !» ai-je dit en relevant le menton. « Je ne recule pas. J'ai donné ma parole. » Rachid a pressé légèrement ma main, puis l'a relâchée. « Alors, allons sauver mon fils. » Nous sommes sortis de la voiture. L'air nocturne de Dubaï était étonnamment frais pour un mois de novembre. Le chauffeur nous a tendu un sac en cuir. « Vos documents, monsieur ?» dit-il en arabe. Rachid a hoché la tête. Nous avons gravi les marches du tribunal. Les portes automatiques se sont ouvertes sur un hall immense, tout en marbre blanc et lustres en cristal. Quelques personnes attendaient, sur des bancs, avocats en costume sombre, femmes en abaya noir, hommes en kandoura blanche traditionnelle. « Salle 4 », murmura Rachid en consultant son téléphone. « Premier étage. » Nous avons pris l'ascenseur. Le silence était lourd, tendu. Je sentais mes mains trembler légèrement. Rachid l'a remarqué. « Respirez profondément, madame. Vous êtes Véronique Laurent, femme d'affaires française à la retraite. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 mois lors d'une vente aux enchères chez Christie's à Paris. Vous collectionniez les tableaux orientalistes du XIXe siècle. J'achetais un portrait de David Roberts. Nous avons parlé, échangé nos numéros, et le reste s'est fait naturellement. Vous avez pensé à tout, ai-je murmuré. J'ai passé les 3 dernières heures à construire cette histoire pendant que je vous cherchais à l'aéroport. Vous me cherchiez? Rachid a souri énigmatiquement. Disons que j'espérais trouver quelqu'un comme vous. L'ascenseur s'est arrêté. Les portes se sont ouvertes sur un couloir silencieux. Salle 1, salle 2, salle 3. Salle 4. Devant la porte, une femme était assise. Cheveux blonds coupés au carré, tailleur Chanel noir, escarpins rouges. Elle tapait sur son téléphone, l'air concentré. Mathilde. Elle a levé les yeux. Son regard s'est posé sur Rachid, puis sur moi. Ses yeux bleus se sont rétrécis. « Rachid ?» dit-elle en français avec un accent parisien impeccable. « Tu es en retard, comme d'habitude. »« Mathilde ?» répondit-il froidement. « Je te présente Véronique Laurent, ma compagne. » Le visage de Mathilde s'est figé. Elle m'a scruté de la tête aux pieds, ma robe froissée, mes cheveux défaits, mon visage fatigué. « Ta compagne ?» Elle a éclaté d'un rire incrédule. « Tu te moques de moi? Tu as trouvé une actrice pour jouer ce rôle pathétique ?» Quelque chose en moi s'est brisé. Cette femme, cette étrangère, me parlait exactement comme Camille m'avait parlé la veille. Avec mépris, avec cruauté. J'ai avancé d'un pas, regardant Mathilde droit dans les yeux. « Je ne suis pas une actrice, madame. Je suis Véronique Laurent, 65 ans, veuve, mère d'une fille ingrate qui m'a abandonnée ce soir dans un aéroport.
Et si Rachid m'a demandé d'être ici, c'est parce qu'il mérite de garder son fils, contrairement à certaines mères qui utilisent leurs enfants comme armes. Le silence qui a suivi était électrique. Mathilde est devenue blanche, puis rouge. « Comment oses-tu » La porte de la salle d'audience s'est ouverte. Un homme en robe noire, barbe grisonnante, est apparu. « Monsieur Al-Farsi, Madame Beaumont, l'audience va commencer. » Rachid m'a pris le bras doucement. « Prête, » murmura-t-il. J'ai inspiré profondément. « Prête. » Nous sommes entrés dans la salle, et c'est là que tout a véritablement commencé. La salle d'audience était plus petite que je l'imaginais, sobre, presque austère, murs blancs, sol en marbre beige, une grande table en bois sombre au centre. Derrière cette table siégeait le juge Hassan Al-Mazrouaï, environ 60 ans, barbe blanche impeccablement taillée, lunettes fines sur le nez. Il portait une robe noire traditionnelle et une expression neutre, impossible à déchiffrer. À sa droite, une greffière tapait silencieusement sur un ordinateur. À sa gauche, un traducteur attendait, écouteur aux oreilles. Rachid et moi, nous sommes assis d'un côté de la table. Mathilde et son avocat, un homme d'une 50aine d'années en costume 3 pièces gris, se sont installés en face de nous. Le juge a ouvert un dossier épais, a parcouru quelques pages, puis a levé les yeux. « Monsieur Al-Farsi, Madame Beaumont, nous sommes réunis ce soir pour examiner la demande de garde exclusive formulée par Madame Beaumont concernant le mineur Karim Al-Farsi, âgé de 12 ans. » Sa voix était grave, posée. Il parlait en anglais avec un accent arabe prononcé. « Madame Beaumont, votre avocat a soumis un dossier conséquent. Voulez-vous résumer les motifs de votre demande ?» L'avocat de Mathilde s'est levé, a ajusté sa cravate. « Votre honneur, mon cliente sollicite la garde exclusive pour 3 raisons principales. Premièrement, instabilité émotionnelle du père. Monsieur Al-Farsi a multiplié les absences lors des périodes de garde partagée. 7 voyages d'affaires en 6 mois, laissant l'enfant aux soins de domestiques. Rachid serrait les poings sous la table. Je sentais sa frustration. Deuxièmement, isolement social. L'enfant n'a pas d'amis à Dubaï, ne fréquente aucune activité extrascolaire ici, contrairement à Paris, où il est inscrit au club de football, au conservatoire de musique et possède un réseau social stable. L'avocat a marqué une pause dramatique. Troisièmement, et c'est le plus préoccupant, solitude affective. Monsieur Al-Farsi vit seul. Aucune relation stable, aucune figure maternelle de substitution. L'enfant exprime régulièrement son sentiment d'abandon lors de ses séjours à Dubaï. Il s'est rassis, satisfait. Le juge a hoché lentement la tête, prenant des notes. Puis il s'est tourné vers Rachid. « Monsieur Al-Farsi, que répondez-vous à ces accusations ?» Rachid s'est levé. Sa voix était ferme, mais je percevais l'émotion contenue. « Votre honneur, je ne nie pas avoir été absent par le passé. Mes affaires m'ont effectivement éloigné de mon fils, mais les choses ont changé radicalement ces derniers mois. » Il a posé une main sur mon épaule. Je me suis raidie, surprise, mais je n'ai pas bougé. J'ai rencontré Véronique Laurent il y a 6 mois. Elle a bouleversé ma vie. Grâce à elle, j'ai réorganisé mes priorités, délégué davantage dans mon entreprise, réduit mes déplacements de 60%. Karim n'est plus jamais seul à Dubaï. Véronique est présente. Elle l'aide avec ses devoirs, cuisine ses plats préférés, lui donne l'affection maternelle dont il a besoin. Le juge m'a regardé pour la première fois. Ses yeux noirs étaient perçants, scrutateurs. « Madame Laurent, c'est exact ?» Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Tous les regards étaient sur moi. J'ai senti le poids du mensonge, mais aussi quelque chose d'autre. Le souvenir de Camille me traitant de vieille, de poids mort. Le souvenir de mon abandon à l'aéroport. Je me suis levée lentement. « Oui, votre honneur, c'est exact. » Ma voix était plus assurée que je ne l'aurais cru possible. « Je m'appelle Véronique Laurent, j'ai 65 ans. Je suis française, veuve depuis 2 ans. J'ai une fille adulte à Paris. Ma gorge s'est serrée. Une fille avec qui les relations sont compliquées. Le juge a froncé les sourcils. Compliqué comment? Ma fille et moi avons eu un différend sérieux concernant mon héritage. Elle souhaitait que je lui transfère immédiatement mes biens. J'ai refusé. Elle. J'ai marqué une pause, sentant les larmes monter. Elle m'a abandonné ce soir à l'aéroport de Dubaï après avoir annulé mon billet retour.
Un silence stupéfait a envahi la salle. Même l'avocat de Mathilde a levé les yeux, surpris. Le juge s'est penché en avant. « Elle vous a abandonné, ce soir ?» « Oui, votre honneur, il y a 4 heures. Rachid m'a trouvée assise par terre au terminal 3. Il m'a aidée. Et quand il m'a parlé de son fils, de sa bataille pour le garder, ma voix s'est brisée. J'ai compris ce que c'était de se battre pour l'amour d'un enfant qui vous échappe. Ce n'était plus un mensonge, c'était ma vérité qui débordait. Karim a besoin de son père, votre honneur. Rachid n'est pas parfait, il a fait des erreurs, mais il essaie, il change. Et je suis là pour l'aider à être le père que Karim mérite. Les larmes coulaient maintenant librement sur mes joues. Je ne cherchais plus à les retenir. Mathilde s'est levée brusquement. « C'est du théâtre. Votre honneur, cette femme ment. Elle a été payée pour jouer cette comédie. »« Madame Beaumont, asseyez-vous, » ordonna sèchement le juge. Puis il m'a regardé à nouveau, cette fois avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Madame Laurent, vous venez de vivre un traumatisme majeur ce soir. Êtes-vous certaine d'être en état de témoigner ? » « Je suis certaine, votre honneur, parce que je sais ce que c'est d'être jugé par son propre sang, et je ne veux pas que ce petit garçon grandisse en pensant que son père ne l'aimait pas assez pour se battre. » Le juge a hoché lentement la tête. Il a griffonné quelque chose, puis a refermé le dossier. « Monsieur Alfarsi, Madame Beaumont, voici ma décision provisoire. » Le silence était total. On aurait pu entendre une épingle tomber. La garde partagée est maintenue. Cependant, je demande un rapport de suivi dans 60 jours. Monsieur Alfarsi, vous devrez prouver que les changements annoncés ce soir sont réels et durables. Madame Laurent devra être présente lors de la prochaine visite de l'assistante sociale. Mathilde a blêmi. Votre honneur, c'est une erreur. Ma décision est prise, Madame Beaumont. Audience levée. Le juge s'est levé et a quitté la salle. Rachid s'est tourné vers moi, les yeux brillants d'émotion. Il a saisi mes 2 mains. « Merci, » murmura-t-il. « Merci, Véronique. » Mathilde nous a fusillés du regard en sortant avec son avocat, claquant la porte derrière elle. Nous sommes restés seuls dans la salle vide. « Vous avez menti pour moi, » dit doucement Rachid. « Mais ce que vous avez dit sur votre fille, c'était vrai. Oui. Alors laissez-moi tenir ma promesse. Votre fille va regretter ce qu'elle vous a fait. J'ai regardé cet homme, cet inconnu qui m'avait sauvé quelques heures plus tôt. »« Comment ?» Rachid a souri. Un sourire mystérieux, presque dangereux. « Vous verrez, mais d'abord, vous avez besoin de repos. Mon chauffeur nous attend. » Nous sommes sortis du tribunal dans la nuit tiède de Dubaï, et sans que je comprenne encore pourquoi, je me sentais vivante. La limousine a glissé en silence à travers les rues scintillantes de Dubaï. Je regardais par la fenêtre, épuisée, mais étrangement éveillée. Les tours illuminées défilaient comme des géants de verre et d'acier. Sheikh Zayed Road était presque vide à 7 heures, 2h37 du matin. Rachid était silencieux à côté de moi, concentré sur son téléphone. Il tapait des messages en arabe, fronçant légèrement les sourcils. De temps en temps, il levait les yeux vers moi, comme pour vérifier que j'étais bien réelle. « Où allons-nous » ai-je fini par demander. « Burj Al Arab, la suite royale. Vous y serez en sécurité, au calme. »« Rachid, c'est trop ?»« Véronique, » m'a-t-il coupé doucement, « vous m'avez sauvé mon fils ce soir. Ce n'est rien comparé à ça. » La limousine a quitté l'autoroute, s'est engagée sur une route privée qui menait vers la mer. Et soudain, il était là. Le Burj Al Arab, cette voile géante illuminée de bleu et d'or, posée sur une île artificielle comme un vaisseau spatial échoué. L'hôtel le plus luxueux du monde, 7 étoiles. Pierre et moi en avions rêvé, mais jamais osé dépenser une telle somme. Et maintenant, j'y entrais comme si c'était normal. La voiture s'est arrêtée devant l'entrée majestueuse. Des portiers en uniforme blanc et doré ont ouvert les portes. Un tapis rouge menait au hall. « Bienvenue, monsieur Al-Farsi », dit le concierge en s'inclinant légèrement. « Tout est prêt comme vous l'avez demandé. Nous avons traversé le hall, fontaines dorées, colonnes immenses, plafond qui semblait monter jusqu'au ciel. L'ascenseur panoramique nous a emportés vers le 25e étage. Rachid a ouvert la porte de la suite avec une carte magnétique.
Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Un salon immense, décoré de meubles dorés et de tissus pourpres. Des baies vitrées du sol au plafond donnaient sur le golfe Persique, noir et infini sous la lune. Un escalier en colimaçon menait à l'étage supérieur. Des roses blanches fraîches dans des vases en cristal embaumaient l'air. « C'est incroyable », ai-je murmuré. La chambre est à l'étage. La salle de bain dispose d'un jacuzzi avec vue sur la mer. Le room service est disponible 24h/24. Appelez le concierge si vous avez besoin de quoi que ce soit. Il s'est dirigé vers la porte. Rachid, attendez. Il s'est retourné. Vous avez dit que vous me feriez comprendre comment ma fille allait regretter. Je veux savoir. Maintenant. Rachid a hésité, puis a fermé la porte derrière lui. Il est revenu vers moi, a sorti son téléphone et m'a montré l'écran. Vous connaissez Beaumont & Associés ? Mon sang s'est figé. C'était l'entreprise de mon mari. Import-export de vins et spiritueux. Il l'a fondée il y a 40 ans. Aujourd'hui, ma fille Camille en est la directrice générale par intérim depuis la mort de Pierre. Exactement, dit Rachid. Chiffre d'affaires annuel, 47 millions d'euros. Marge bénéficiaire confortable, réputation solide dans toute l'Europe. Comment savez-vous tout ça ? Rachid a fait défiler son téléphone, m'a montré des documents officiels. Parce que ma holding, Al-Farsi International, vient d'acquérir 51% des parts de Beaumont & Associés. Lundi dernier. Transaction finalisée mardi. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Quoi ? Votre mari détenait 60% des parts. À sa mort, vous en avez hérité 40%. Camille, 20%. Les 40% restants étaient détenus par 3 actionnaires minoritaires, des associés historiques de votre mari. J'ai hoché la tête, sous le choc. C'était exact. Ces 3 actionnaires voulaient vendre depuis 1 an. Camille refusait, espérant racheter leur part. Mais elle n'avait pas les fonds. Alors ils ont cherché un repreneur extérieur. Rachid a rangé son téléphone. Je les ai contactés il y a 3 mois. J'ai fait une offre généreuse, 35% au-dessus du prix du marché. Ils ont accepté. Lundi dernier, mes avocats ont finalisé l'achat des 40% des minoritaires, plus 11% que j'ai racheté auprès d'un ancien employé qui détenait des actions. J'ai porté la main à ma bouche. Donc vous. Je possède 51% de l'entreprise de votre défunt mari, ce qui signifie que je contrôle le conseil d'administration. Je peux nommer ou révoquer la direction générale. Les implications m'ont frappé comme une gifle. Camille ne sait pas. Elle sera informée officiellement lundi matin par nos avocats. Réunion extraordinaire du conseil d'administration mardi prochain. Vous allez la virer. Rachid m'a regardé calmement. Non, Véronique. Vous allez décider de son sort. Pardon ? Vous détenez 40% de l'entreprise, moi 51%. Ensemble, nous contrôlons 91%. Camille n'a que 20% et aucun pouvoir décisionnaire. Il s'est approché, m'a tendu une enveloppe en cuir. Voici un contrat d'alliance actionnariale. Si vous le signez, nous formons un bloc de contrôle. Nous pourrons restructurer l'entreprise comme nous le souhaitons. Nommer une nouvelle direction. Redéfinir la stratégie. J'ai ouvert l'enveloppe d'une main tremblante. Des dizaines de pages en français et en anglais. Des clauses, des pourcentages, des signatures requises. « Pourquoi faites-vous ça ?» ai-je demandé, la voix brisée. « Pourquoi m'offrez-vous ce pouvoir ?» Rachid s'est assis sur le canapé, a croisé les mains. « Parce que quand je vous ai vu ce soir à l'aéroport, abandonné par votre propre fille, j'ai vu ma mère. » Un silence lourd s'est installé. « Votre mère ? Elle est morte il y a 10 ans. Cancer du pancréas. Je n'étais pas là. J'étais à Londres, en pleine négociation pour racheter un concurrent. » Sa voix s'est brisée. Elle m'avait appelé, m'avait dit qu'elle ne se sentait pas bien. J'ai dit que je reviendrais dans 3 jours. Elle est morte le lendemain, seule, dans son sommeil. Les larmes coulaient maintenant sur son visage. Depuis ce jour, je me suis juré de ne plus jamais laisser une mère être abandonnée par ses enfants, sans conséquence. J'ai posé ma main sur la sienne. Rachid, quand j'ai découvert votre identité à l'aéroport, quand j'ai reconnu le nom Laurent et fait le lien avec Beaumont & Associés, j'ai su que c'était le destin. J'avais les moyens de vous donner ce que vous méritez, le contrôle, la justice, la vengeance, si vous le souhaitez. Il a essuyé ses larmes d'un geste brusque. Mais je ne vous force à rien, Véronique.
Vous pouvez déchirer ce contrat, prendre votre billet demain matin, rentrer à Paris et oublier tout ça. Ou, ai-je murmuré, ou vous pouvez signer et montrer à votre fille que les mères ne sont pas des poids morts, qu'elles ont du pouvoir, qu'elles méritent le respect. J'ai regardé le contrat, puis Rachid, puis la vue sur Dubaï scintillant dans la nuit. Toute ma vie, j'avais été l'épouse de Pierre, la mère de Camille, la femme en retrait, souriante, discrète. Pour la première fois, j'avais l'opportunité d'être Véronique Laurent, femme d'affaires, décideuse, puissante. Je veux lire le contrat en détail avant de signer quoi que ce soit. Rachid a souri. Bien sûr, prenez votre temps. Nous avons tout le week-end. Il s'est levé, s'est dirigé vers la porte. Rachid, il s'est retourné. Merci, pour tout. Non, Véronique, merci à vous. Dormez bien, nous parlerons demain. Il est sorti silencieusement. Je suis restée seule dans cette suite somptueuse, le contrat entre mes mains et une question brûlante dans l'esprit. Étais-je prête à détruire ma propre fille? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai lu le contrat, ligne par ligne, clause par clause. Mon anglais juridique était rouillé, mais suffisant. Pierre m'avait toujours fait participer aux décisions importantes de l'entreprise, même si je restais en retrait lors des réunions officielles. Le contrat était clair, presque brutal dans sa simplicité. Alliance actionnariale entre Véronique Laurent, 40%, et Al-Farsi International Holdings, 51%. Durée, 5 ans renouvelables. Décision stratégique prise à l'unanimité des deux parties. Nomination de la direction générale, soumise à approbation conjointe. Clause de sortie possible après 2 ans avec préavis de 6 mois. En d'autres termes, Rachid et moi contrôlions tout. Camille ne pouvait rien faire sans notre accord. J'ai posé les documents sur la table basse en verre et suis montée à l'étage. La chambre était immense, lit king-size drapé de soie dorée, balcon privé donnant sur la mer. La salle de bain attenante était un palace à elle seule. Jacuzzi, douche à l'italienne, toilette japonaise, miroir éclairé. Je me suis déshabillée lentement et fait couler un bain brûlant. L'eau sentait la rose et le jasmin. Je me suis immergée jusqu'au menton, fermant les yeux. Les événements des dernières heures défilaient en boucle. Camille annulant mon billet. Moi, seule au terminal. Rachid apparaissant comme un ange gardien ou un démon tentateur, selon la perspective. Le tribunal, mon témoignage, le contrat. Et maintenant, ce choix impossible. Détruire ma fille ou lui pardonner sans conséquence? Mon téléphone a vibré sur le rebord du jacuzzi. Un message. De Camille. Mon cœur a bondi. J'ai saisi l'appareil d'une main tremblante. Camille. Maman, j'espère que tu as trouvé un hôtel. Je t'enverrai de l'argent pour le billet demain. Bonne nuit. Pas d'excuses, pas de regrets. Juste une phrase froide, distante, comme si elle venait de m'oublier au supermarché. J'ai relu le message 3 fois, cherchant une émotion, un remords, n'importe quoi. Rien. J'ai répondu, les doigts tremblants. Moi. Camille, comment as-tu pu me faire ça? Je suis ta mère. 3 points clignotants. Elle écrivait. Camille, tu as refusé de m'aider. Action, conséquence. On en reparlera quand tu seras calmée. Calmée. Comme si j'étais une enfant capricieuse ayant piqué une crise. Quelque chose en moi s'est durci, cristallisé, transformé. J'ai posé le téléphone, suis sortie du bain, me suis séchée méthodiquement. J'ai enfilé le peignoir moelleux fourni par l'hôtel et suis redescendue au salon. Le contrat m'attendait. J'ai pris un stylo Montblanc posé sur le bureau, l'ai ouvert, et j'ai signé. Véronique Laurent. 3 secondes. C'est tout ce qu'il m'a fallu pour changer ma vie. J'ai photographié le document signé, l'ai envoyé par email à l'adresse indiquée par Rachid. Puis je me suis effondrée sur le canapé. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de libération. Le lendemain matin, le soleil inondait la suite. Je me suis réveillée sur le canapé, encore vêtue de mon peignoir. Mon téléphone affichait 9h47. Quelqu'un frappait à la porte. Je me suis levée péniblement et ouvert. Rachid se tenait là, costume beige impeccable, sourire aux lèvres. Il tenait un plateau, croissants, fruits frais,
jus d'orange pressé, café fumant. « Bonjour Véronique, puis-je entrer ?» J'ai hoché la tête, encore engourdi. Il a posé le plateau sur la table, a servi le café avec des gestes précis, presque rituels. « Vous avez signé le contrat, » dit-il simplement. Ce n'était pas une question. « Comment savez-vous » Mon assistant m'a transmis l'email à 3h42 ce matin. Il m'a tendu une tasse. J'étais éveillée, je ne dors jamais beaucoup. J'ai pris le café, l'ai bu lentement. La chaleur s'est répandue dans ma poitrine. J'ai reçu un message de Camille hier soir, ai-je dit. Elle m'a dit que je devais me calmer, que nous en reparlerions plus tard. Rachid a hoché la tête gravement. Les enfants qui trahissent leurs parents ne réalisent jamais l'irréversibilité de leurs actes. Ils pensent que le pardon est acquis, automatique, inconditionnel. Vous croyez que je fais une erreur ? Non. Sa voix était ferme. Je crois que vous prenez enfin le contrôle de votre propre vie. Camille doit apprendre qu'il y a des conséquences. Mais... Il a marqué une pause. Mais quoi ? Il faut que vous soyez sûr. Une fois que nous lancerons la restructuration, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Camille perdra son poste. Elle sera humiliée publiquement. Votre relation avec elle sera brisée, ai-je terminé. Plus que maintenant. Oui. J'ai posé ma tasse, me suis levée, suis allée vers la baie vitrée. Dubaï s'étalait sous mes yeux, moderne, impitoyable, magnifique. Rachid, puis-je vous poser une question personnelle ? Bien sûr. Avez-vous des regrets ? Pour votre mère ? Un long silence. Chaque jour, murmura-t-il derrière moi. Chaque jour de ma vie. Mais les regrets ne ramènent pas les morts. Ils nous poussent juste à faire mieux avec les vivants. Je me suis retournée. Alors aidez-moi à faire mieux. Pas par vengeance, mais par justice. Rachid s'est approché, m'a tendu la main. Marché conclu, Madame Laurent. Nous avons échangé une poignée de main ferme, professionnelle. Le conseil d'administration se réunit mardi à 14h à Paris. Siège social de Beaumont & Associés, 12 rue de la Paix. J'y serai. Vous aussi ? J'y serai. Bien. D'ici là, profitez de Dubaï. Reposez-vous. Mon chauffeur est à votre disposition. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Véronique ? Oui ? Votre fille va vous appeler dans les prochains jours. Elle va pleurer, supplier, promettre de changer. C'est toujours ce qui arrive quand les gens perdent leur pouvoir. Soyez forte. Souvenez-vous du sol froid de l'aéroport. Souvenez-vous de son message hier soir. Je m'en souviendrai. Il est parti. Je suis restée seule, regardant la mer s'étendre à l'infini. Mardi. Dans 4 jours. Ma vie allait basculer. Et celle de Camille aussi. Les 3 jours suivants sont passés dans une étrange torpeur. J'ai exploré Dubaï, le souk de l'or, le musée du futur, les jardins de Miracle Garden. Le chauffeur de Rachid, un Pakistanais nommé Farhan, me conduisait partout avec une politesse infinie. Camille ne m'a pas rappelé. Pas un message, pas un appel, comme si j'étais déjà morte. Dimanche soir, j'ai pris l'avion pour Paris. Première classe Émirate, siège-lit, champagne Dom Pérignon, service impeccable. Rachid avait tout organisé. Lundi matin, je suis arrivée à mon appartement du 16e arrondissement. Tout était exactement comme je l'avais laissé. Meubles couverts de housse, courrier empilé sur le guéridon de l'entrée. J'ai ouvert les fenêtres, laissé l'air frais de novembre envahir les pièces. Paris sentait la pluie et les feuilles mortes. J'ai trié le courrier. Facture, publicité, une lettre du notaire concernant des placements et une enveloppe manuscrite, de Camille. Mon cœur a bondi. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une carte. Pas un mot, juste une photo. Camille, souriante, devant le siège de Beaumont & Associés. Légende manuscrite. Nouveau bureau, nouvelle vie. Merci maman pour ta compréhension. Elle se moquait de moi. J'ai froissé la carte, l'ai jetée à la poubelle. Demain, mardi, 14h. Camille allait découvrir que sa nouvelle vie venait de prendre fin. Mardi matin, 10h23. J'étais assise dans un café en face du siège de Beaumont & Associés, rue de la Paix. Un petit établissement discret où Pierre avait l'habitude de prendre son espresso avant les réunions importantes. Le patron, M. Levasseur, m'avait reconnu immédiatement.
Madame Laurent, quel plaisir de vous revoir. Un café crème comme toujours? Oui, merci Claude. Il m'avait servi avec le même sourire chaleureux qu'il offrait à Pierre il y a des années. Certaines choses ne changent jamais à Paris. Les cafés, les boulangers, la Seine qui coule imperturbablement. Mais d'autres choses changent, radicalement. J'observais l'immeuble haussmannien blanc crème de l'autre côté de la rue. 6 étages, balcons en fer forgé, drapeaux français et européens flottant au vent. Au 3e étage, les bureaux directoriaux, le bureau de Pierre, maintenant celui de Camille, plus pour longtemps. Mon téléphone a vibré. Message de Rachid. Rachid. J'arrive à Orly dans 35 minutes. Ma voiture nous rejoindra directement rue de la Paix. Vous allez bien? Moi, nerveuse, mais déterminée. Rachid. Parfait. La détermination est plus puissante que la confiance. À tout de suite. J'ai fini mon café, épayé Claude, et suis sorti dans le froid piquant de novembre. Paris était gris ce jour-là, le ciel chargé de nuages bas. Quelques passants pressés marchaient tête baissée, parapluies à la main. J'ai traversé la rue, me suis arrêté devant l'entrée de l'immeuble. Plaque dorée. Beaumont, un associé. Import-export depuis 1983. J'avais 23 ans. Pierre en avait 26. Nous venions de nous marier. Lui rêvait de créer son entreprise. Moi, je travaillais comme secrétaire dans une banque pour payer les factures pendant qu'il construisait son rêve. 42 ans plus tard, ce rêve était devenu une réalité prospère. Et maintenant, j'allais en reprendre le contrôle. Une limousine noire s'est garée devant moi. Rachid en est sorti, impeccable dans un costume bleu marine Savile Row. Il portait une mallette en cuir et avait l'air d'un homme qui s'apprêtait à livrer bataille. « Véronique, dit-il, en m'embrassant sur les 2 joues à la française, vous êtes prête? » Aussi prête que possible. 2 hommes en costume sont sortis de la voiture derrière lui. L'un portait une sacoche bourrée de documents, l'autre un ordinateur portable. « Mes avocats, » expliqua Rachid. « Maître Rousseau et Maître Chen. Ils vont documenter chaque minute de la réunion. » Nous sommes entrés dans l'immeuble. Le hall était exactement comme dans mes souvenirs. Marbre blanc, escalier majestueux, ascenseur ancien en fer forgé. La réceptionniste, une jeune femme d'une trentaine d'années, a levé les yeux de son écran. « Bonjour, puis-je vous ?» Elle m'a reconnue. « Madame Laurent, quelle surprise !»« Bonjour, Émilie. Nous avons rendez-vous avec le conseil d'administration, 14 heures. » Elle a consulté son agenda, fronçant les sourcils. Je ne vois rien dans le planning de Madame Camille. C'est normal, intervint Rachid. La convocation a été envoyée directement aux membres du conseil hier soir par nos avocats. Conformément au statut de l'entreprise, une réunion extraordinaire peut être convoquée avec 24 heures de préavis par tout actionnaire détenant plus de 20% des parts. Émilie a pâli. Laissez-moi vérifier avec Madame Camille. Inutile, dit calmement Rachid. Nous montons. Ah, nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser à mes tempes. Les portes se sont ouvertes sur un couloir lambrissé de bois sombre. Au fond, la salle du conseil d'administration. Rachid a poussé la porte. La pièce était déjà occupée. Autour de la longue table ovale en acajou, 4 personnes étaient assises. Camille, en tailleur noir strict, cheveux relevés en chignon sévère. À sa gauche, Maître Dubois, le notaire de famille, 70 ans, regard perçant derrière ses lunettes. À sa droite, 2 hommes que je ne connaissais pas, probablement des conseillers juridiques ou financiers. Camille s'est levée d'un bond en me voyant. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix trahissait plus d'agacement que de surprise. « Bonjour Camille », ai-je dit en m'asseyant calmement à l'autre bout de la table. « Je suis ici pour le conseil d'administration extraordinaire. Tu as reçu la convocation hier soir, je suppose ?»« Quelle convocation? Je n'ai rien. » Maître Rousseau a posé une liasse de documents devant elle. Convocation par email et courrier recommandé avec accusé de réception. Signé hier à 18h47 par votre assistante personnelle. Conforme à l'article 12 des statuts de Beaumont & Associés. Camille a feuilleté les documents, les mains tremblantes. C'est quoi ce cirque? Rachid s'est levé,
a fait le tour de la table lentement, comme un avocat lors d'un procès. Madame Camille Laurent, permettez-moi de me présenter. Rachid Al-Farsi, PDG d'Al-Farsi International Holdings. Depuis lundi dernier, actionnaire majoritaire de Beaumont & Associés, avec 51% des parts. Le silence qui a suivi était assourdissant. Camille est devenue blanche comme un linge. Quoi? J'ai racheté les parts de messieurs Bertrand, Fontaine et Moreau, vos 3 actionnaires historiques qui détenaient 40% collectivement. J'ai également acquis les 11% détenus par monsieur Philippe Arnaud, ancien directeur logistique à la retraite. Total, 51%. Contrôle majoritaire. Camille s'est tournée vers Maître Dubois, paniqué. « C'est légal ?» Le vieux notaire a hoché gravement la tête. « Parfaitement légal. Les 3 actionnaires avaient un droit de préemption qui vous permettait de racheter leur part en priorité. Vous aviez 3 mois pour exercer ce droit. Vous ne l'avez pas fait. Ils étaient donc libres de vendre à qui ils voulaient. Mais je n'avais pas les fonds. Je cherchais un financement. Votre problème, pas le leur, répondit froidement Rachid. Camille s'est tournée vers moi, les yeux brillants de larmes, de rage ou de désespoir, impossible à dire. Maman, tu savais? J'ai soutenu son regard sans ciller. Oui, je savais. Et j'ai signé hier un accord d'alliance actionnariale avec monsieur Al-Farsi. Mais 40% combinés à ces 51% nous donnent un contrôle de 91%. Tu n'as plus aucun pouvoir décisionnaire dans cette entreprise, Camille. Ma fille s'est effondrée sur sa chaise. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Parce que tu m'as abandonnée dans un aéroport à 5000 km de la maison, ai-je répondu, la voix tremblante mais ferme. Parce que tu m'as traité de poids mort, parce que tu as annulé mon billet et es parti sans te retourner. J'étais en colère, j'ai fait une erreur. Non, Camille, tu as fait un choix. Action, conséquence, tes propres mots, tu te souviens? Les larmes coulaient maintenant sur ses joues, emportant son mascara. Rachid a repris la parole, impitoyable. Point 1 de l'ordre du jour. Révocation de Madame Camille Laurent de son poste de directrice générale effective immédiatement. Vote à main levée. Il a levé la main. J'ai fait de même. Adopté à 91% des voix. Camille a poussé un cri étranglé. Camille était debout maintenant, les mains agrippées au dossier de sa chaise, comme si elle allait s'effondrer sans ce soutien. Son visage était ravagé par les larmes, ses cheveux commençaient à s'échapper de son chignon strict. « Vous ne pouvez pas faire ça, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Papa ne l'aurait jamais voulu. » Ces mots m'ont transpercé comme un couteau. « Ne parle pas de ton père, » ai-je répondu, la voix tremblante. « Pierre t'aimait, il aurait tout donné pour toi. Mais il ne t'aurait jamais laissé me traiter comme tu l'as fait à Dubaï. » Maître Dubois a toussé discrètement. Madame Véronique, monsieur Al-Farsi, si je puis me permettre, il y a peut-être une voie de compromis. Camille pourrait rester dans l'entreprise à un autre poste, avec supervision. Non, coupa Rachid fermement. Les décisions ont été prises. Point 2 de l'ordre du jour. Nomination d'un nouveau directeur général. Nous proposons Madame Véronique Laurent. Tous les regards se sont tournés vers moi. Moi? J'ai senti ma gorge se serrer. Rachid, nous n'avons jamais parlé de... Vous connaissez cette entreprise mieux que quiconque. Vous étiez aux côtés de Pierre pendant 40 ans. Vous assistiez à toutes les réunions stratégiques. Vous connaissiez chaque client, chaque fournisseur, chaque employé. Mais j'ai 65 ans, je n'ai jamais dirigé. Vous dirigiez, rectifia-t-il, doucement. Derrière Pierre, certes, mais c'était vous. Il me l'a dit lui-même. Mon sang s'est figé. Quoi? Rachid a sorti son téléphone, a fait défiler quelques photos, puis m'en a montré une. Pierre et lui, souriant, lunettes de whisky à la main, dans ce qui ressemblait à un restaurant chic. Votre mari et moi nous sommes rencontrés il y a 4 ans lors d'une conférence sur le commerce international à Monaco. Nous avons sympathisé. Nous avons dîné ensemble 2 ou 3 fois par an jusqu'à sa mort. Les larmes me montaient aux yeux. Je ne savais pas. Il ne voulait pas que vous sachiez qu'il cherchait un successeur externe. Il ne faisait pas confiance à Camille pour diriger l'entreprise.
Il me l'a dit explicitement lors de notre dernier dîner, 6 mois avant sa mort. Rachid a rangé son téléphone. Il m'a dit « Si quelque chose m'arrive, Rachid, protégez Véronique. Elle est le cœur de cette entreprise, pas Camille. » J'ai porté ma main à ma bouche, incapable de retenir mes sanglots. Camille a hurlé. « Mensonge! Papa n'aurait jamais dit ça. Vous inventez tout pour manipuler maman. » Maître Dubois s'est levé lentement. « En fait, non. Pierre m'a confié quelque chose de similaire 3 mois avant son décès. Il envisageait de modifier son testament pour créer un trust de gestion avec Véronique comme présidente. Mais il est mort avant de finaliser ces changements. » Camille s'est effondrée sur sa chaise, le visage entre les mains, secoué de sanglots violents. J'aurais dû ressentir de la pitié, de la compassion. Mais je ne ressentais que de la colère froide. Camille, pendant 2 ans, tu as géré cette entreprise comme ta propriété personnelle. Tu as augmenté ton salaire de 40%. Tu as embauché tes amis à des postes clés. Tu as refusé mes conseils, mes suggestions, mes avertissements. Et quand je t'ai demandé de respecter la mémoire de ton père en conservant certaines traditions commerciales, tu m'as ri au nez. Elle a relevé la tête, le visage ravagé. J'essayais de moderniser, de faire évoluer l'entreprise. Tu essayais de t'enrichir rapidement, rétorqua Rachid. Nos auditeurs ont analysé vos comptes ces 3 derniers mois. Dépenses somptuaires facturées à l'entreprise, 127 000 €. Voyages professionnels à Saint-Tropez, Ibiza, Courchevel, restaurant 3 étoiles avec vos amis, sac Hermès, montre Cartier, tout aux frais de Beaumont & Associés. Camille est devenue écarlate. C'est de la représentation. Toute directrice doit rendre des comptes, ai-je coupé. Pierre ne dépensait jamais plus de 30 000 € par an en frais de représentation. Toi, tu as dépensé 4 fois plus en 3 mois. Le silence était écrasant. Maître Chen, l'un des avocats de Rachid, a pris la parole pour la première fois. Point 3 de l'ordre du jour. Audit complet des comptes de l'entreprise sur les 24 derniers mois. Recherche d'éventuelles irrégularités financières. Vote à main levée. Rachid et moi avons levé la main. Adopté. Camille a bondi de sa chaise. Vous êtes en train de me détruire, ma réputation, ma carrière, tout. Non, ai-je répondu calmement. Nous sommes en train de sauver l'entreprise que ton père a construite. Toi, tu l'as mise en danger. Je démissionne, hurla-t-elle. Vous ne pouvez pas me virer si je démissionne d'abord. Très bien, dit Rachid. Votre démission est acceptée. Vous avez 2 heures pour vider votre bureau. La sécurité vous accompagnera. Camille m'a regardé une dernière fois. Dans ses yeux, il n'y avait plus de larmes. Juste de la haine pure. Tu vas le regretter, maman. Je te le promets. Elle a attrapé son sac et sorti en claquant la porte avec une violence qui a fait trembler les murs. Le silence qui a suivi était lourd, presque insupportable. Maître Dubois a refermé son dossier lentement. « Madame Véronique, êtes-vous absolument certaine de vouloir accepter ce poste? Les conséquences sur votre relation avec votre fille seront irréversibles. » Je me suis levée, suis allée vers la fenêtre qui donnait sur la rue de la Paix. Les passants continuaient leur vie, inconscients du drame qui venait de se jouer. Maître Dubois, j'ai passé toute ma vie à m'effacer, à laisser Pierre briller, à laisser Camille prendre sa place. Mais Pierre n'est plus là, et Camille m'a abandonnée comme un déchet. Je me suis retournée vers eux. Alors oui, j'accepte. Je dirigerai cette entreprise, pas pour me venger, mais pour honorer la mémoire de Pierre, et pour montrer à ma fille que les mères ne sont pas des poids morts. Rachid a souri. Dans ce cas, Madame la directrice générale, nous avons beaucoup de travail. Premier conseil d'administration officiel lundi prochain. D'ici là, je suggère que vous rencontriez tous les cadres, tous les employés clés. Montrez-leur qui vous êtes. Je le ferai. Les jours suivants ont été un tourbillon. J'ai rencontré les équipes, 23 employés, du directeur financier aux assistants logistiques. Certains me connaissaient déjà, se souvenaient de moi comme la femme de M. Laurent. D'autres étaient méfiants, se demandant si j'étais capable. Mais quand je leur ai parlé de la vision de Pierre, de ses valeurs, de son approche humaine des affaires, j'ai vu leur visage changer. Respect, curiosité, espoir. Camille n'est pas revenue.
Elle a envoyé un déménageur récupérer ses affaires personnelles. Pas un mot, pas un message. Le vendredi soir, j'étais seule dans le bureau directoriel, l'ancien bureau de Pierre. J'ai caressé le bois massif du bureau, respiré l'odeur de cuir des fauteuils. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Madame Laurent? Une voix de femme, jeune, hésitante. Oui? Je m'appelle Sophie Arnaud. Je suis journaliste au Figaro Économie. J'ai entendu parler du changement de direction chez Beaumont & Associés. J'aimerais vous interviewer. Mon cœur s'est accéléré. Comment avez-vous eu mon numéro? Votre fille, Camille Laurent, elle m'a contacté. Elle dit que vous l'avez évincée illégalement de l'entreprise familiale. Elle parle de manipulation, d'abus de pouvoir. J'ai fermé les yeux. Je vois. Alors, acceptez-vous l'interview? Je veux entendre les deux versions. J'ai regardé par la fenêtre. Paris s'illuminait dans la nuit tombante. Oui. Je parlerai. L'interview a eu lieu le lundi suivant, dans le bureau directoriel de Beaumont & Associés. Sophie Arnaud est arrivée à 10 heures précises. Jeune femme d'une trentaine d'années, tailleur gris sobre, carnet de notes à la main, regard vif et intelligent. Madame Laurent, merci de me recevoir. Appelez-moi Véronique, je vous en prie. Asseyez-vous. Elle s'est installée dans le fauteuil en face de moi, a sorti son enregistreur. Puis-je? Bien sûr. Le petit appareil a émis un bip rouge. Véronique, votre fille Camille affirme que vous l'avez évincée de l'entreprise familiale avec l'aide d'un investisseur étranger. Elle parle de coup d'État financier. Que répondez-vous? J'ai pris une profonde inspiration. Ma fille dit la vérité. En partie. Oui, j'ai conclu une alliance actionnariale avec Rachid Al-Farsi, qui détient désormais 51% de l'entreprise. Ensemble, nous contrôlons 91% des parts. Et oui, nous avons révoqué Camille de son poste de directrice générale. Sophie griffonnait rapidement. Pourquoi? Parce qu'elle mettait l'entreprise en danger, parce qu'elle dilapidait les ressources, et parce que... Ma voix s'est brisée légèrement. Parce qu'elle m'a abandonnée à Dubaï après avoir annulé mon billet d'avion lors d'une dispute sur mon héritage. Sophie a levé les yeux, surprise. Elle vous a abandonnée? À l'aéroport, seule, sans téléphone local, sans argent liquide. Elle est partie et m'a laissée là-bas parce que je refusais de lui transférer immédiatement mes biens. C'est extraordinaire. Vous pouvez le prouver? J'ai sorti mon téléphone, lui ai montré le message de Camille. Action. Conséquences. On en reparlera quand tu seras calmé. Sophie a photographié l'écran, les sourcils froncés. Et c'est là que vous avez rencontré monsieur Al-Farsi? Oui. Il m'a trouvée assise par terre au terminal 3. Il m'a aidée. Et quand j'ai découvert qu'il venait d'acquérir la majorité de l'entreprise de mon défunt mari, nous avons discuté. Certains diraient que c'est de la manipulation, qu'il a profité de votre vulnérabilité. Certains diraient aussi que c'est de la justice, ai-je rétorqué fermement. Mon mari, Pierre, a construit cette entreprise pendant 40 ans. J'étais à ses côtés à chaque étape. Camille a été nommée directrice par défaut après sa mort, mais elle n'avait ni l'expérience, ni la vision, ni le respect nécessaire pour ce rôle. Vous parlez de votre propre fille. Je parle d'une femme de 38 ans qui a trahi sa mère pour de l'argent. Sophie a noté cette phrase textuellement. Camille affirme que vous êtes manipulé par monsieur Al-Farsi, qu'il cherche à s'emparer de l'entreprise et qu'il vous écartera à votre tour. J'ai souri tristement. Camille pense que je suis une vieille femme faible, incapable de prendre ses propres décisions. C'est exactement cette condescendance qui l'a menée ici. Alors, qui dirige vraiment Beaumont & Associés maintenant? Moi, avec les conseils de Rachid, certes, mais les décisions finales sont miennes. Sophie a refermé son carnet. Une dernière question, Véronique. Si Camille vous appelait aujourd'hui, vous présentait ses excuses, vous demandait pardon, que feriez-vous? Je suis restée silencieuse un long moment, regardant par la fenêtre. Je ne sais pas, ai-je murmuré honnêtement. Une partie de moi veut croire qu'elle peut changer. Mais l'autre partie, celle qui s'est réveillée sur ce sol d'aéroport froid et seule, cette partie-là se souvient. L'article est sorti 3 jours plus tard. Première page du Figaro Économie. Beaumont & Associés, quand une mère reprend le contrôle.
À 65 ans, Véronique Laurent revient sur le devant de la scène en évinçant sa propre fille de l'entreprise familiale. Manipulation ou justice? Enquête sur une guerre familiale qui secoue le monde des affaires parisiens. L'article était équilibré, donnant la parole à Camille, à moi, aux employés. Mais le ton général penchait en ma faveur. Sophie avait découvert les dépenses excessives de Camille, interviewé des employés mécontents, analysé les chiffres. Le verdict du public fut rapide et sans appel. Camille avait joué et perdu. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. D'un team Véronique versus d'un team Camille. Des milliers de commentaires. Certains me traitaient de mère indigne, d'autres saluaient mon courage. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est un message privé que j'ai reçu sur LinkedIn. Mathilde Beaumont, l'ex-femme de Rachid. Madame Laurent, je tenais à vous écrire. Rachid m'a raconté votre histoire. Je sais que vous avez joué un rôle au tribunal pour l'aider. Je voulais vous dire. Merci. Karim est heureux maintenant. Il voit son père régulièrement. Rachid a changé. Grâce à vous, je crois. Nous ne serons jamais amis, lui et moi. Mais nous sommes devenus de meilleurs parents. J'espère que vous et votre fille trouverez aussi la paix. Avec respect, Mathilde. J'ai relu ce message 10 fois, les larmes aux yeux. 3 semaines après l'article, mon téléphone a sonné un soir. Numéro de Camille. Mon cœur s'est arrêté, j'ai fixé l'écran pendant 4 sonneries, puis j'ai décroché. Allô? Silence. Puis sa voix, brisée. Maman! Ce seul mot contenait tant de douleur, de regret, de honte. Camille. Je ne sais pas par où commencer. Par des excuses, peut-être? Un sanglot à l'autre bout du fil. Je suis désolée, tellement désolée, pour Dubaï, pour tout. J'ai été horrible, égoïste, cruelle. Les larmes coulaient sur mes joues. Oui, tu l'as été. Je ne m'attendais pas à ce que tout s'effondre comme ça. L'entreprise, ma réputation, toi. J'ai tout perdu, maman. Tu n'as pas tout perdu, ai-je murmuré. Tu as encore ta mère, si tu le veux vraiment. Un long silence. Est-ce que je peux te voir, s'il te plaît? Juste toi et moi? J'ai fermé les yeux. Oui, demain, 15 heures. Café de Flore. J'y serai. Merci, maman, merci. Elle a raccroché. Je suis restée immobile dans mon appartement silencieux, le téléphone contre ma poitrine. Demain, je verrai ma fille. Et peut-être que nous pourrions commencer à reconstruire. Mais certaines choses ne seraient plus jamais comme avant. Le café de Flore était bondé ce mercredi après-midi. Touristes photographiant les serveurs en tablier noir, étudiants penchés sur leurs ordinateurs, couples en conversation intime. L'odeur du café et des croissants frais flottait dans l'air. J'étais arrivée en avance, à 14h45, et m'étais installée à une petite table près de la fenêtre. La même table où Pierre m'avait demandé en mariage 43 ans plus tôt. À 15h02, Camille est entrée. Elle avait changé. Plus mince, le visage creusé, les cheveux attachés simplement. Aucun maquillage. Jean et pull noir. Rien de l'élégance arrogante qu'elle affichait habituellement. Elle m'a vue, a hésité, puis s'est approchée lentement. « Bonjour, maman. »« Bonjour, Camille. Assieds-toi. » Elle s'est installée en face de moi, les mains tremblantes posées sur la table. « Tu veux boire quelque chose ? » « Un café, noir. » J'ai fait signe au serveur qui a pris la commande. Le silence entre nous était épais, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. « Maman, laisse-moi parler d'abord. » l'ai-je coupé doucement. « S'il te plaît. » Elle a hoché la tête, les yeux baissés. « Camille, tu es ma fille. Je t'ai mise au monde. Je t'ai élevée. Je t'ai aimée inconditionnellement pendant 38 ans. Mais ce que tu as fait à Dubaï, ça a brisé quelque chose en moi. » Ma voix tremblait malgré mes efforts. Tu m'as abandonnée comme un déchet. Tu m'as traité de poids mort. Tu as annulé mon billet et tu es parti sans te retourner. Et quand je t'ai supplié de m'expliquer pourquoi, tu m'as dit de me calmer. Les larmes coulèrent maintenant librement sur son visage. Je sais tout ça, maman. Et je voudrais pouvoir revenir en arrière, effacer cette nuit, tout recommencer. Mais tu ne peux pas, ai-je dit fermement. Les actes ont des conséquences. Camille, tes propres mots. Elle a porté ses mains à son visage, secoué de sanglots.
J'étais aveuglée par l'argent, par mes dettes. J'avais fait des investissements stupides. J'avais emprunté à des gens dangereux. J'étais paniquée. Et je me suis dit que si tu me donnais juste cet argent, tout s'arrangerait. Alors tu as décidé de me punir quand j'ai refusé. Oui, sa voix était à peine audible. Et j'ai immédiatement regretté. Dans l'avion, je pleurais. Je voulais faire demi-tour, mais mon stupide orgueil m'en empêchait. Le serveur a apporté son café. Elle n'y a pas touché. Depuis l'article dans le Figaro, je n'ai plus rien. Aucune entreprise ne veut m'embaucher. Mes amis m'ont tourné le dos. Mon appartement est en vente forcée pour rembourser mes dettes. Elle a relevé les yeux vers moi. Mais le pire, maman, c'est de t'avoir perdu. J'ai senti mon cœur se serrer. Tu ne m'as pas complètement perdu, Camille. Sinon, je ne serais pas ici. Alors, il y a un espoir pour nous? J'ai pris une profonde inspiration. Oui, mais pas sans condition. Elle a hoché la tête vigoureusement. Tout ce que tu veux, n'importe quoi. Premièrement, tu suis une thérapie. Tu as des problèmes avec l'argent, avec le contrôle, avec moi. Il faut que tu travailles sur ça avec un professionnel. D'accord. Deuxièmement, tu rembourses tes dettes. Toutes. Je ne te donnerai pas d'argent pour ça, mais je t'aiderai à trouver un travail décent, à reconstruire ta carrière. Honnêtement cette fois. Oui, je le ferai. Troisièmement, ma voix s'est brisée. Tu me présentes des excuses publiques, pas pour moi, pour papa, pour avoir sali ce qu'il a construit. Camille a fermé les yeux, de nouvelles larmes coulant. Je le ferai. Je posterai quelque chose sur LinkedIn cette semaine. Bien. Nous sommes restés silencieuses un moment. Le brouhaha du café continuait autour de nous, indifférent à notre drame. Maman, est-ce que tu peux me pardonner un jour? J'ai pris sa main tremblante dans la mienne. Elle était froide, fragile. Je ne sais pas, Camille. Honnêtement, je ne sais pas. Le pardon prend du temps, de la confiance. Et tu as détruit ma confiance. Elle a serré ma main plus fort. Je la reconstruirai, je te le promets, même si ça me prend des années. Ça te prendra peut-être toute une vie. Alors je prendrai toute ma vie. Nous sommes restés comme ça, mains jointes par-dessus la table, deux femmes brisées essayant de ramasser les morceaux. 6 mois plus tard. Beaumont & Associés prospérait. Sous ma direction, nous avions réduit les coûts, optimisé la logistique, signé 3 nouveaux contrats majeurs avec des distributeurs en Asie. Rachid était un partenaire exceptionnel, présent mais pas envahissant, conseillant sans imposer. Camille avait trouvé un poste de chargée de clientèle dans une petite entreprise de vins biologiques. Salaire modeste, bureau partagé, aucun prestige. Mais elle s'y tenait. Elle suivait sa thérapie religieusement. Elle m'appelait 1 fois par semaine, pas plus, respectant l'espace que j'avais demandé. Et elle avait posté ses excuses publiques sur LinkedIn. Un texte de 3 paragraphes, simple, direct, sans excuses. Il y a 6 mois, j'ai commis l'acte le plus honteux de ma vie. J'ai abandonné ma mère dans un aéroport étranger par cupidité et orgueil. J'ai trahi la confiance qu'elle m'accordait. J'ai sali l'héritage de mon père. Je mérite les conséquences de mes actes. Maman, si tu lis ceci, merci de me donner une chance de devenir meilleure. Je ne te décevrai plus. Le post avait généré 2347 commentaires. Certains compatissants, d'autres impitoyables. Mais Camille les avait tous lus, avait répondu à plusieurs, assumant sa responsabilité. Un soir de juin, elle m'a invitée à dîner dans son petit appartement. Rien de luxueux, un studio de 35 MLFE dans le 19e arrondissement, meubles Ikea, cuisine minuscule. Elle avait cuisiné elle-même. Poulet rôti aux herbes, gratin dauphinois, salade. Les plats que je lui avais appris quand elle avait 15 ans. C'est délicieux, ai-je dit sincèrement. Elle a souri timidement. Je me suis souvenue de tes recettes. Après le dîner, nous nous sommes assises sur son petit balcon, regardant Paris s'illuminer dans le crépuscule. « Maman, dit-elle doucement, je sais que tu ne me pardonneras peut-être jamais complètement. Mais est-ce qu'on peut au moins essayer d'être amis ?» J'ai regardé cette femme à côté de moi, ma fille, transformée par la souffrance, humiliée par ses erreurs, reconstruisant sa vie pierre par pierre. «
Oui, ai-je murmuré. On peut essayer. Elle a posé sa tête sur mon épaule, comme quand elle était petite. Et pour la première fois depuis Dubaï, j'ai senti que nous avions un avenir. Camille est maintenant directrice régionale de l'entreprise de vins biologiques. Elle a remboursé toutes ses dettes. Elle vit toujours simplement, mais dignement. Beaumont et Associés est devenu leader européen dans l'import-export de spiritueux premium. Je dirige toujours l'entreprise, avec Rachid comme vice-président. Karim, le fils de Rachid, vient parfois au bureau après l'école. Il m'appelle « Tante Véronique ». Mathilde et moi sommes devenus, pas exactement amis, mais nous nous respectons. Camille et moi déjeunons ensemble une fois par mois. Nous ne parlons jamais de Dubaï. Certaines blessures guérissent mieux dans le silence. Mais parfois, quand nous nous quittons, elle serre ma main un peu plus fort, et je serre la sienne en retour. Parce que même après la trahison, même après la destruction, l'amour d'une mère reste, abîmé, transformé, mais présent, toujours.